Une mère qui pleure son fils tué par balle. Une population révoltée. Le Gabon est sous haute tension ce vendredi avec 2 civils morts par balle dans le quartier Nzengayong, théâtre d'affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre. Ils ont trouvé mon fils devant la porte, sur la route. La voiture noire est arrivée. Il a garé. Il a baissé la ville. Ils étaient à 2, l'autre. Il a tiré 2 coups. Les cartouches là qui sont là. C'est pas parce que nous sommes des opposants qu'on vient nous tuer comme des chiens. Non! La dépouille de son fils a été portée dans le quartier sur un brancard de fortune par des habitants en colère, enveloppés dans le drapeau du Gabon. Bekam Elaïdzang, un autre étudiant en droit de 27 ans, est mort vendredi matin des suites d'une blessure par balle à l'abdomen après avoir été opéré. Ces 2 décès portent à 5 le nombre de victimes recensées depuis le début des troubles mercredi après-midi, juste après l'annonce de la réélection contestée d'Ali Bongo. Des troubles et des pénuries de nourriture menacent dans tout le pays alors que le pouvoir refuse tout nouveau décompte des voix. 27 opposants, dont un ancien vice-président et 2 anciens ministres, étaient toujours retenus vendredi à la mi-journée par les forces de sécurité au quartier général de Jamping, rival malheureux d'Ali Bongo à l'élection présidentielle. Les 27 ont lancé, par l'entremise de leurs avocats en France, un appel à la communauté internationale dénonçant leurs conditions de séquestration et le hold-up électoral commis par le régime. Edem Kodjo peut-il concilier les positions de Kabila et de l'opposition congolaise divisées sur l'organisation de la présidentielle en RDC? Accusé de rouler pour le chef de l'État congolais suite au lancement unilatéral du dialogue national en fin juillet dernier, le facilitateur désigné par l'Union africaine a procédé cette fois-ci à de larges consultations, mais surtout, il a tenté de rassurer au démarrage du dialogue national jeudi à Kinshasa. Nous travaillons toujours d'arrache-pied pour conduire ce processus à bon port. Depuis janvier, quand nous avons été désignés par Mme Zuma, nous n'avons pas lésé sur les efforts. Étienne Tshisekedi, l'opposant historique rentré d'exil il y a quelques mois, et une coalition de l'opposition boudent la réunion, estimant qu'elle vise à cautionner la volonté de Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir en repoussant les élections. Autre problème, ceux qui au sein de l'opposition sont venus au dialogue national posent un préalable qui ne dit pas son nom. Une position assez éloignée de celle des représentants du camp présidentiel. Nous sommes ici pour appliquer la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a fait mention du respect strict de notre Constitution, qui a souligné de la manière la plus claire que nous devons discuter ici et maintenant de l'organisation des élections pour l'alternance démocratique sans casse, de façon apaisée dans notre pays. L'élection aujourd'hui en Afrique n'est pas nécessairement la solution idoine qu'on recherche ailleurs. Parfois l'élection peut être l'occasion d'une situation de friction et de fissures dans les tissus sociaux, dans la cohésion nationale. Et donc, préparons mieux l'élection afin qu'elle participe à faire une embellie qui continue, plutôt que de faire en sorte que l'élection soit une occasion de chute ou de retour en arrière par rapport à énormément d'acquis que nous avons, notamment la paix. L'issue de ce dialogue s'annonce d'autant plus incertain que la résolution 2277, base des discussions, avait déjà été rejetée par l'ambassadeur de la RDC aux Nations Unies avant même son adoption par le Conseil de sécurité. En face, l'opposition ne jure que par une application stricte de cette résolution. Des positions tranchées qui réduisent encore davantage la marge de manœuvre d'un facilitateur déjà fragilisé par les accusations de partialité. Deux attentats ont secoué vendredi matin le nord-ouest du Pakistan, où au moins 14 personnes ont été tuées par un kamikaze dans un tribunal et un garde abattu lors d'une attaque contre un quartier chrétien des abords de Peshawar. L'assaillant a tiré pour forcer l'entrée du tribunal, puis lancé des grenades avant de déclencher sa ceinture d'explosifs, lourde de près de 8 kilos, au milieu de la foule. 5 personnes parmi les décédés étaient des avocats et 3 autres des policiers. Les autres victimes sont des civils. L'attentat a également fait près d'une 60aine de blessés. Il y avait de la poussière partout et les gens hurlaient de douleur, a raconté un témoin qui se trouvait dans une pièce voisine lors de l'explosion. À 60 km de Mardan,
Une autre attaque a visé vendredi à l'aube un quartier chrétien défavorisé de la périphérie de Peshawar où les 4 kamikazes armés et un garde surveillant le quartier ont été tués. Cette faction du mouvement taliban pakistanais a également revendiqué les 2 attaques les plus meurtrières de 2016. Un attentat suicide visant les avocats à Quetta qui avait tué 73 morts le 8 avril. Le Pakistan doit faire plus pour s'assurer que les groupes vulnérables soient protégés, a réagi l'ONG Amnesty International dans un communiqué. Des groupes armés cherchent à saper l'état de droit en s'attaquant à la fois aux gens qui le défendent dans les tribunaux et à ceux qu'ils devraient protéger, a-t-elle déploré. Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a pour sa part assuré que les groupes armés étaient sur la défensive mais ne trouveraient nulle part où se cacher au Pakistan.